Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors cette année, c'est une année record pour le Japon puisqu'ils ont battu le nombre de touristes sur une année. C'est-à-dire qu'il y a eu 37 millions de visiteurs en 2024 au Japon et ils ont éclaté le record qui datait de 2019 qui était établi à 32 millions. Donc l'année prochaine, il va y avoir un max de touristes qui vont venir au Japon. Du coup, je me suis dit que j'allais vous préparer ce petit guide, un petit guide complet pour vous aider à préparer votre prochain voyage au Japon. Donc si vous comptez vous rendre au Japon pour la première fois, ce guide est parfait pour vous. Et même si vous êtes déjà venu, il y a quelques astuces qui risquent de vous intéresser. Donc sans plus tarder, let's go! Déjà, quand je veux voyager, ce que j'utilise tout le temps, c'est Google Flight. Ça me permet de trouver un vol au meilleur prix si j'ai déjà la destination en tête ou de savoir les prix de plein de destinations différentes sur la période spécifique à laquelle j'ai envie de voyager. Par exemple, pour le Japon, une fois tes informations saisies, tu vas avoir un calendrier des prix et tu pourras visualiser le tarif pour chaque jour. Si tu es flexible niveau date, c'est trop bien pour repérer les meilleures opportunités. En général, le mardi et le mercredi, ce sont les dates les moins chères. Ce qui est bien, c'est que ça te dit aussi si ce sont des prix inférieurs, égaux ou supérieurs à la moyenne. Si tu as envie d'optimiser ton budget en économisant le plus possible, eh bien tu peux rajouter une escale, ça coûtera moins cher. Et tu peux aussi utiliser la carte pour voir le prix pour un vol à destination d'un autre aéroport. Qui sait, ça te coûtera peut-être moins cher d'arriver par l'aéroport d'Osaka. Si vous arrivez par Tokyo, le choix de l'aéroport, il est très important. Il faut savoir qu'à Tokyo, il y a deux aéroports. Il y a l'aéroport de Haneda, c'est celui qui est situé au centre, donc ça te permettra de rejoindre généralement ton hôtel sous moins de 30 à 40 minutes. Et tu as l'aéroport de Narita, qui lui n'est pas situé en fait dans la préfecture de Tokyo, mais dans la préfecture voisine, celle de Chiba. Et en fait, quand tu arrives par l'aéroport de Narita, pour rejoindre ton hôtel, ça va certainement prendre entre 1h30 et 2h. Tu ajoutes à ça les 15 heures de vol à peu près que tu auras fait en provenance de France pour arriver au Japon. Donc ça te rallonge clairement en fait ton temps de voyage. Donc à toi de voir si tu es économe et que ça ne te dérange pas d'arriver par l'aéroport de Narita ou si tu es prêt à payer un tout petit peu plus cher pour avoir un petit peu plus de confort. L'une des erreurs que font la plupart des touristes étrangers en venant au Japon, c'est de se retrouver sans internet les premières heures ou les premiers jours au Japon en essayant de gratter un petit peu le wifi gratuit comme des rats et à se dire qu'ils vont réaliser des économies. Au final, ce sont souvent les mêmes personnes qui se retrouvent avec des frais d'itinérance comme pas possible. Et souvent même, les voyageurs les plus expérimentés vont essayer de trouver une pocket Wi-Fi ou un vendeur de carte SIM en arrivant à l'aéroport. Ce qui, au final, n'est absolument pas pratique parce que la pocket Wi-Fi, il faut tout le temps la garder chargée. Si vous êtes en groupe et que vous vous séparez, il y a forcément une personne qui va se retrouver sans Internet. Et avec la carte SIM physique, eh bien, tu as toujours le risque de la perdre. Il y a toujours des manipulations à faire quand tu dois ouvrir ton téléphone, ranger ta carte SIM, mettre la nouvelle, etc. Donc, une galère. Bon, on est en 2025, les amis. Il n'y a plus à galérer comme ça, surtout que de nos jours il existe des eSIM, en fait ce sont des SIM préinstallés sur ton téléphone via une application pour une fonctionnalité en fait 100% numérique. Tu n'as plus besoin de chercher un opérateur, tu n'as plus besoin de jongler avec différentes SIM, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est là qu'intervient Olafly qui propose des eSIM pour plus de 200 destinations avec la donnée illimitée. Donc moi autant vous dire que quand je dois rentrer en France ou si je me retrouve à voyager quelque part en Asie, ni une ni deux, je vais sur leur site, je télécharge l'application, la carte SIM que je peux activer du coup dès mon arrivée. Et vu que j'ai besoin de faire des petits uploads, de poster des petites vidéos, de partager des choses avec vous, je suis assez gourmand en données et du coup ça fait plaisir d'avoir un forfait en illimité. Donc toi là qui compte voyager au Japon très bientôt, tu as le lien dans ma description pour pouvoir télécharger l'application Olafly et avec mon code de réduction qui s'affiche à l'écran, eh bien tu vas pouvoir bénéficier de 5% de réduction. Donc Olafly ça va vraiment devenir votre meilleur compagnon de voyage. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est la compatibilité de votre téléphone avec les eSIM, mais une fois que c'est fait, eh bien à vous la tranquillité. L'une des questions qui revient le plus souvent pour les voyageurs, c'est au niveau des cartes de transport. Alors il y a quelques années, il était possible de très facilement se procurer des cartes Suica ou Passmo, vous savez les titres de transport. Aujourd'hui, si vous voulez avoir ces passes, eh bien, il va falloir le faire dès votre arrivée à l'aéroport. Donc soyez muni de votre passeport pour prouver que vous êtes un voyageur, un touriste. Ensuite, vous allez vous acquitter d'une dizaine d'euros en fait qui vont être utilisés pour charger votre carte. Donc en gros, elle ne vous coûtera rien et elle sera valable environ un mois. Je vous conseille vivement d'avoir cette Suica ou cette Passmo avec vous, ça vous simplifiera la vie, vous n'aurez pas à vous enquiquiner à savoir combien votre ticket vous coûtera, vous avez juste à charger votre carte et vous passerez les gates en toute tranquillité. Surtout que c'est aussi une carte qui vous permettra de payer justement dans les restaurants, dans les boutiques et dans beaucoup d'endroits au Japon. L'autre alternative, c'est d'avoir la carte de transport directement sur votre téléphone avec un Apple Wallet. Donc voilà, c'est pas disponible sur Android. Donc pour toutes les personnes sous iPhone, faites-le, ce sera encore plus simple. Maintenant, en ce qui concerne le JR Pass, alors le JR Pass, c'est le pass qui vous permet de prendre les lignes à grande vitesse japonaises, les Shinkansen, en illimité sur une période donnée. Il y a des passes de 7 jours, des passes de 14 jours et des passes de 21 jours. À l'époque, c'était le must pour tout touriste vu que c'était vraiment avantageux. Ça leur coûtait absolument rien pour pouvoir profiter des lignes ferroviaires japonaises. Sauf que depuis quelques mois, il y a eu une énorme inflation au niveau de ces JR Pass et aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus aussi rentable que cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 7 jours de JR Pass, ça coûte 50 000 yens. Donc pour le rentabiliser, il faudrait faire 4 gros trajets et quand je dis des gros trajets, c'est des tronçons entre des grosses villes. C'est-à-dire que faire Osaka-Kyoto, ça compte pas. C'est une demi-heure,
ça coûte à peine 3-4 € pour faire le voyage, donc c'est pas un gros tronçon. Quand je dis grand tronçon, c'est par exemple Tokyo-Nagoya, Nagoya-Osaka, Osaka-Hiroshima, Hiroshima-Tokyo, ce genre de bail. Une autre façon de savoir si c'est rentable ou pas, tu as juste à rentrer les différents tronçons dans ChatGPT et il te dira tout de suite. Donc pour résumer, si vous faites juste Tokyo-Kansai, puis Kansai-Hiroshima et Hiroshima-Tokyo, ne prenez pas le JR-Pass. Ce que beaucoup de touristes ignorent, c'est qu'il est possible d'acheter directement son ticket de Shinkansen en ligne et de mettre ça directement dans sa carte de transport. Donc tout digitalisé, c'est-à-dire que quand tu vas passer les gates du Shinkansen, tu vas biper ta carte de transport et il va tout de suite te sortir tes billets de Shinkansen. Donc ça, c'est assez pratique pour pas s'enquiquiner, aller faire la queue à la gare pour acheter son ticket. Toujours côté astuce niveau transport, je te conseille d'utiliser Google Maps pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle va toujours te donner la bonne sortie à prendre pour rejoindre ton point de destination, parce que si tu ne le fais pas, souvent tu vas te retrouver à galérer, à tourner en bourrique, sachant que les gares de métro ou de train au Japon, eh bien, ça peut très vite devenir un labyrinthe, ça te permettra de gagner du temps. Et deuxième raison, c'est que si tu es amené à prendre le bus au Japon, très souvent dans ces bus, eh bien, les destinations ne sont pas retranscrites en anglais, donc tu vas être obligé de regarder en temps réel ton Google Maps pour savoir la station qui te rapproche le plus de ton point de destination. Même moi, après plusieurs années au Japon, je vous avoue, mon petit Google Maps, il me sauve pas mal la vie. Si vous venez au Japon avec un budget serré, mais que vous avez quand même envie de voir du pays, il y a 2 façons pour vous d'explorer en toute rentabilité sans avoir à prendre le Shinkansen. La première alternative, c'est de prendre un bus de nuit. Bon, ça prendra un peu plus de temps, ce sera beaucoup moins confortable, mais vous pourrez rejoindre votre destination pour peut-être 3-4 fois moins cher. Par exemple, Tokyo-Osaka en Shinkansen, c'est à peu près 90 €, alors qu'en bus, ça vous coûtera peut-être 20 ou 30 €. La deuxième alternative, c'est de prendre l'avion. Voilà, les low cost japonais. Il y a quelques compagnies qui vous proposent de voyager pour moins de 100 € aller-retour pour aller découvrir le sud du Japon comme Fukuoka ou même Okinawa, ou encore le nord comme Hokkaido. Destination qu'il est très difficile de rejoindre uniquement en train, surtout si vous êtes au Japon pour une période assez limitée. Louer une voiture quand tu voyages en dehors de Tokyo, ça te change littéralement la vie, parce que souvent quand tu vas en province, il peut arriver que tu aies un train ou un bus qui passe une fois par heure, voire parfois une fois toutes les 2 heures ou une fois toutes les 3 heures. Donc t'as pas envie de perdre trop de temps, tu sais, t'es en mode rush, t'as pas beaucoup de temps, le temps c'est de l'argent quand tu es en voyage, donc le fait d'avoir une voiture, ça peut te faire gagner pas mal de temps, surtout que tu peux t'arrêter quand tu veux, où tu veux. Faut savoir que n'importe qui a un permis français peut conduire au Japon, c'est ultra simple. Alors faut savoir que le permis international, eh ben, il n'est pas valable au Japon. Ce qu'il faut faire en fait, c'est le faire traduire. Il faut une traduction officielle et ça se fait très facilement. Tu as 2 façons de le faire. La première, c'est de le faire directement sur place ici au Japon. Donc tu as un organisme qui s'appelle la JAF. Tu vas les voir, tu arrives avec tes pièces d'identité, ton permis, ton passeport, etc. Tu payes et tu reviens genre le lendemain ou quelques jours après et tu as ta traduction du permis qui te permet de faire de la location de véhicule. Deuxième solution, c'est qu'il existe pas mal de sites qui te permettent d'avoir une traduction avant même ton départ et une fois que tu arrives au Japon, tu n'as plus qu'à la faire imprimer sur une borne au combini. Après, si vous voulez louer une voiture, c'est facile à faire, hein. Vous pouvez trouver ça directement sur Booking, vous pouvez trouver ça sur Toyota Car, Nissan, etc. Enfin, vous tapez sur internet et vous aurez là la volée de sites. Il n'y aura plus qu'à comparer les prix en fonction des dates et puis après, le reste, c'est à vous de gérer, quoi. Après, il faut juste savoir que les voitures japonaises, ce sont souvent des voitures automatiques. Tu conduis aussi à droite, donc au premier abord, c'est un petit peu déstabilisant. Et au bout de 5 minutes, tu vas t'y habituer, ce sera très très simple. Pour les hôtels, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer directement par Booking, hein. Ici, Genius Level 3, c'est ce que j'utilise tout le temps. Mais en vrai, c'est simple, vous pouvez trouver même des ryokan dessus. Alors, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'inflation, je trouve, au Japon, surtout dans les grandes villes. L'une des alternatives, c'est de prendre un truc dans une ville limitrophe ou dans un quartier limitrophe du centre. Vous pouvez avoir des bons petits tarifs à ce niveau-là. Ou l'option ultime, c'est l'option Love Hotel. Là, pour le coup, le Love Hotel, c'est une alternative qui vous permettra de passer une nuit pour à peu près 50 €, d'avoir une chambre souvent 2 à 3 fois plus grande et avec des choses de zinzin à l'intérieur, parfois un karaoké, un jacuzzi, même un toboggan. Donc vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi et parfois c'est la seule alternative quand vous allez un petit peu en campagne et vous pouvez même y aller entre potes, c'est pas un souci, ils vous laisseront entrer, ne vous inquiétez pas. Donc les ryokan, les auberges traditionnelles japonaises, on retrouve souvent des onsen, des bains extérieurs, etc. Vous pouvez faire la réservation aussi directement sur Booking ou même sur Agoda. Quand vous êtes tatoué, eh bien ça va être au cas par cas. Il va y avoir des établissements qui vont accepter les personnes tatouées, il y a d'autres établissements qui vont demander aux personnes tatouées de cacher les tatouages avec des sortes de patchs, des stickers, voilà, qui vous laisseront rentrer si vous les avez sur vous. Et il y a des établissements qui refusent catégoriquement. Pour toutes les personnes tatouées, l'alternative que je vous propose, moi, c'est de prendre un Kashikiri Onsen. La plupart des établissements en ont un. En fait, c'est le fait de pouvoir privatiser ton petit onsen. Donc ça va te coûter en général à peine
une dizaine d'euros et tu vas pouvoir le privatiser sur 1 heure, sur 2 heures et tu vas pouvoir y aller avec ton copain ou ta copine si vous êtes venu en couple. Ça, c'est vraiment le meilleur bail pour profiter d'un onsen. Certains kashikiri onsen sont même en extérieur, donc tu as un rotemboro pour toi et ta dulcinée ou ton dulciné, donc c'est juste incroyable, vraiment. Donc c'est ce qu'on appelle des kashikiri onsen. Ce que je vous déconseille formellement, c'est de manger dans les gros quartiers, genre Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ces endroits, c'est généralement bondé, donc tu vas forcément faire la queue. Souvent, les établissements que tu trouves, ce sont des chaînes. C'est pas de la bouffe super authentique, alors que tu as plein de quartiers à Tokyo qui regorgent d'endroits où tu peux avoir une bête d'expérience culinaire. Je dis pas forcément payer cher, mais genre avoir une expérience plus japonisante. Beaucoup de personnes passent à côté de pas mal d'opportunités de se faire des restaurants de zinzin pour pas cher ici au Japon, parce que souvent des restos gastronomiques vous proposent en fait des repas le lunch à genre 2000, 3000 yens, donc à peu près une quinzaine d'euros, alors que le soir ça coûterait à peu près une centaine d'euros. Vous avez beaucoup de restaurants comme ça et tout particulièrement des adresses de sushi. Après, si vous savez pas où manger, que vous aimeriez bien avoir des petites adresses, savoir où sont les petites pépites de Tokyo, eh bien il y a mon guide des restaurants et des cafés qui est toujours dispo. Vous n'aurez pas à vous casser la tête, vous aurez tout directement sur votre téléphone pour profiter des charmes gustatifs de Tokyo. Chose à savoir quand tu vas dans un café ou un restaurant au Japon, c'est qu'il n'y a jamais de pourboire. Voilà, évite de faire ça, histoire de pas les mettre dans l'embarras parce qu'ils vont jamais savoir comment réagir à cela. Et autre chose qui concerne cette fois-ci l'addition, c'est que parfois dans certains restaurants, il est impossible de diviser cette addition, c'est-à-dire que vous allez devoir tout régler en une fois. Donc en fait, le mieux c'est qu'une personne règle pour tout le monde et puis ensuite vous vous débrouillez entre vous pour savoir qui doit combien à qui. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Un truc pour lequel je vous recommande de faire gaffe quand vous venez acheter de la bouffe dans un combini, c'est la liste des ingrédients. Voilà, parce que si jamais vous mangez pas de viande ou que vous mangez pas de porc par exemple, eh bien parfois en fait il y a des petits trucs qui se glissent dans la liste d'ingrédients. Par exemple cet onigiri, si je me fie juste à ce qui est écrit en anglais, il y a écrit greens et sésame, donc ça doit être au sésame et aux légumes. Sauf que quand tu regardes la liste d'ingrédients, eh bien il y a le kanji du porc, voilà. Donc il faudra juste regarder le kanji que tu as envie d'éviter quand tu achètes de la bouffe. Dans la description, je te mets une liste des allergènes et de leurs kanji, comme ça tu pourras les éviter un petit peu plus facilement. Niveau argent au Japon, il y a de plus en plus d'établissements qui acceptent les cartes bancaires, donc maintenant ça devient beaucoup plus simple de payer un petit peu partout, même avec du sans contact. Je vous recommande vivement de toujours avoir du cash sur vous parce qu'il va y avoir forcément un moment donné où un établissement va vous dire qu'il n'accepte que le cash tout simplement. Et si vous n'avez rien sur vous, vous allez vous retrouver dans le pétrin où vous allez devoir être obligé d'aller dans un combini le plus proche pour pouvoir retirer de l'argent et payer. Oui, le combini c'est une autre solution et pour moi c'est la meilleure. Comme ça il n'y a pas à s'enquiquiner à échanger de l'argent. C'est-à-dire que tu actives ton offre de retrait à l'étranger, généralement ça te coûte quelques euros par mois et puis ensuite tu peux venir au Japon, retirer autant d'argent que tu veux et tu n'auras quasiment pas de frais. Et généralement c'est plus ou moins au taux actuel, tu es plutôt gagnant là-dessus. Sachant que le yen est au plus bas depuis quelques mois, quand vous arrivez avec vos euros, eh bien vous êtes pas loin d'être les rois du pétrole. Après il y a la fameuse question du budget. Ça c'est une question à laquelle il est impossible de répondre parce que tout le monde ne voyage pas de la même façon. Il va y avoir certaines personnes qui vont voyager en mode économe, c'est-à-dire que pour eux il n'y a pas de petite économie. Dès qu'ils ont l'occasion d'économiser un petit peu, ils vont le faire, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément aller dans des restaurants qui coûtent cher, ils vont manger un petit peu sur le tas, prendre des trucs au combini, dormir dans des capsules hôtels, prendre un bus de nuit. Et pour ces personnes, le budget nécessaire il sera beaucoup moins important qu'une personne qui va tous les matins aller se chercher son petit café dans un petit torréfacteur japonais, quelqu'un qui va s'acheter un max de souvenirs, quelqu'un qui va dormir une nuit dans un ryokan, quelqu'un qui va prendre le Shinkansen pour aller à Babelwed. Donc il y a plusieurs budgets possibles en fonction du type de voyageur. Mais globalement, je dirais que ça ne sert à rien de venir au Japon si tu n'as pas au moins 2000, 3000 euros de côté pour pouvoir profiter un max. Ensuite, il y a la fameuse question de la saison. Quelle est la meilleure saison pour voyager au Japon? Celle-là, elle revient souvent. Alors, là encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'il y a les affinités de chacun et de chacune. Par exemple, l'été. Alors oui, il fait super chaud, c'est super humide avec des taux d'humidité à plus de 90%. Sauf que tu as beaucoup de festivals, des petits matsuri de quartier, tu as des feux d'artifice. Tu ressens un peu plus le côté humain, c'est la chaleur dans tous les sens du terme, tu vois. Ensuite, tu as l'automne. L'automne, c'est la saison un petit peu mélancolique avec ses feuilles d'automne, ses couleurs changeantes, du rouge, du jaune, du vert. C'est un plaisir, c'est un régal. Et en plus, tu as les saveurs d'automne, patates douces, châtaignes, potirons qui viennent agrémenter les petits plats par-ci par-là. Ensuite, tu as l'hiver, période idéale pour profiter des onsen. Tu vois, un petit bain extérieur avec la neige qui tombe dessus, c'est assez incroyable. Après, tu as le printemps avec ses bonnes températures, ses fleurs de cerisier, ses bonnes vibes. Une des périodes les plus prisées par les touristes. Alors pour moi, la meilleure saison, c'est l'automne. Voilà, je me mouille. L'automne parce que déjà, je suis un grand gourmet, donc j'adore les saveurs de l'automne. Je trouve les feuilles qui changent de couleur plus beaux, plus nobles que les sakuras. Les sakuras, c'est sympa, mais je sais pas, j'ai plus d'affinité avec l'automne. Mais après, comme je vous ai dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas.
mais toutes les saisons sont bonnes pour venir profiter du Japon. Même un mois comme le mois de février qu'on ne soupçonnerait pas intéressant, et bien vous avez même des sakura précoces, des cerisiers précoces que vous pouvez trouver pas très loin de Tokyo. Donc même un mois de février en plein hiver, et bien vous pouvez quand même venir kiffer. Et ça c'est valable vraiment pour chaque mois, il y a des choses à faire, il y a des festivals à faire. Dans les affaires indispensables à avoir, bien entendu, il y a des adaptateurs parce que ce ne sont pas les mêmes prises ici au Japon qu'en France. Après, il vous faudra une batterie externe bien puissante parce que vous avez quand même pas mal baroudé et parfois vous n'aurez pas de prise pour charger vos appareils, votre appareil photo, votre téléphone, etc. Et je suis sûr que vous aurez envie de bien shooter quand vous profiterez du Japon et de ses charmes. Ce que je vous recommande fortement, mais vraiment très fortement, c'est d'avoir des produits d'hygiène, surtout des déos. Le déo, ça vous changera la vie ici au Japon parce qu'en fait, les déos ici sont pas très puissants. Les Japonais, en fait, ils en ont pas trop besoin parce qu'ils sentent pas trop des aisselles, ce genre de choses. Je sais pas pour vous, mais moi ça me sauve la vie ici au Japon d'avoir un bon déo. Ne vous encombrez pas trop à l'aller parce qu'au retour vous allez revenir charger, vous allez acheter pas mal de souvenirs de choses. Et même au pire du pire, vous pouvez acheter une valise sur place ici au Japon. Vous en trouvez ici un petit peu partout, vous pouvez en acheter pour pas cher. Par exemple, il y a une chaîne qui en vend, qui est disponible un peu partout, c'est le Don Quirote. C'est là-bas aussi, vous pourrez acheter pas mal de petits souvenirs entre guillemets un peu industriels, un petit peu what the fuck. C'est là où tous les youtubeurs achètent leurs produits un peu what the fuck du Japon. Il y a quelques applications à absolument avoir sur son téléphone. Il y a Google Maps, je vous l'ai dit, pour les transports, ça sauve la vie. Il y a Google Lens. Google Lens, ça peut aussi vous aider si vous êtes dans un resto et qu'il n'y a pas de menu en anglais. Bam, 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 vous les utilisez et vous aurez une petite traduction illico presto. Pareil, quand vous allez dans un combini et que vous voulez éviter justement de vous faire prank par un allergène que vous ne pouvez pas manger, comme du porc, comme des œufs, comme de la cacahuète ou je ne sais quoi, petit coup de Google Lens et vous serez beaucoup plus sûr. Autre application que je recommande de télécharger, c'est Line. Line, c'est une application de messagerie instantanée utilisée par tous les Japonais. Si vous avez en tête de sympathiser avec des Japonais ou des Japonaises et plus si affinité, je vous conseille d'avoir l'application déjà installée sur votre téléphone. Ça peut vous être aussi très utile. Et voilà les amis, j'espère que vous êtes maintenant prêts pour votre voyage au Japon. J'espère que vous avez appris des petites choses dans cette vidéo. Si vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je répondrai dans la mesure du possible. Et depuis quelques temps, je propose un service sur Instagram pour vous aider à préparer votre voyage. Je vous aide à créer un itinéraire personnalisé. N'oubliez pas, si vous voyagez au Japon ou à l'étranger, arrêtez avec les pocket Wi-Fi, arrêtez avec les cartes SIM classiques, pensez eSIM, pensez Olafly. Voilà les amis, sur ce, je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Tchou tchou, bye bye et à la semaine prochaine.